Donc, nous allons accueillir la dernière grosse séquence, donc avec Léna Barraud de l'UICN qui va nous présenter la méthodologie liste rouge euh, autour des méthodes, de l'animation et éventuellement des écueils et des résultats. Et cette présentation de la méthodologie liste rouge sera suivie par une présentation d'une réalisation concrète de liste rouge sur des coléoptères saproxyliques pour une région, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sera présentée par Benoît Daudelin. Bonjour Léna. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci encore à Benoît aussi d'être là avec nous. C'est super d'avoir plein d'intervenants très variés et qui se sont rendus disponibles. Eh bien, écoute, Léna, je vais te laisser te présenter l'UICN et donc tu as la parole pour une vingtaine de minutes. Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente. Je m'appelle Léna Barraud. Je suis chargée de mission espèces menacées au comité français de l'UICN. Donc, pour ceux qui sont un peu moins familiers avec cette association, l'Union internationale pour la conservation de la nature, c'est un organisme qui est un peu une autorité maintenant au niveau international sur l'état de la nature, ses ressources et les mesures pour les préserver. Donc, cette association a été créée en 1948 et elle regroupe des organismes publics comme des organismes de la société civile. Au niveau français, on fait partie des pays qui ont un comité national, qui est le comité français du coup de l'UICN, lui créé en 1992 et qui regroupe 2 ministères, 11 organismes publics et 47 ONG. Alors, du coup, je n'arrive pas à passer à la diapo suivante, désolée. Voilà, excusez-moi. Du coup, la liste rouge, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui a été créé donc, par l'UICN en 1963, qui est en fait un outil de référence sur la situation des espèces à l'échelle mondiale. Cet outil repose sur une méthodologie stricte, avec des critères précis et une démarche scientifique objective. En fait, les évaluations sont faites à l'aide d'experts qui sont les plus spécialistes sur les espèces évaluées. Donc, elle est élaborée en fait avec l'expertise d'un grand réseau d'acteurs, de plus de 9000 spécialistes au niveau de la commission de sauvegarde des espèces, donc au niveau international. Vous pouvez retrouver tous les résultats à l'adresse iucnredlist.org qui est indiquée sur la diapositive. Donc, je vous invite à aller voir aussi 2 documents de référence qui sont les catégories et critères de la liste rouge de l'ICN qui vont, dans ce livret, en fait, sont détaillés tous les critères et toutes les notions qui sont, toutes les définitions des notions qui sont utilisées. Et un deuxième document qui est les lignes directrices pour l'application des critères au niveau régional. Donc, ce qu'on entend par niveau régional, c'est tout niveau qui est inférieur au niveau international. Donc, par exemple, à l'échelle européenne ou nous, ce qui nous intéresse à l'échelle de la France métropolitaine ou d'un territoire d'outre-mer. Et au niveau français, on a également des évaluations au niveau de nos régions. Donc, voilà. Donc, comment on évalue ces espèces? En fait, le but est que chaque espèce évaluée, à la fin, ait une catégorie qui lui est donnée, qui lui est prescrite. Donc, ces catégories, il y en a 9 au niveau mondial et au niveau inférieur, donc au niveau, ce qu'on entend par niveau régional, il y en aura 2 de plus, une catégorie disparue au niveau régional et une catégorie NA qui correspond en fait aux espèces qui sont ou introduites ou présentes que de manière occasionnelle sur le territoire. Alors, ces catégories, donc elles vont aller d'un niveau de menace. Donc, le premier niveau, en fait, c'est la préoccupation mineure. Donc, c'est a priori, ça s'applique aux espèces pour lesquelles il n'y a pas de menace a priori et qui se portent plutôt bien. Et après, on va aller en degré de menace plus important à un niveau menacé, voire éteinte. Donc, il y a 3 catégories de menaces qui sont vulnérables, en danger et en danger critique, encadrées ici en rouge. Donc, pour déterminer si une espèce est menacée, on va la confronter en fait à une série de critères. Donc, il y a 5 grands critères qui s'intéresseront aux effectifs, en fait, s'ils sont en réduction de la population, si on a une petite population, si elle est en déclin, et sur sa répartition géographique. Donc, bien sûr, tous ces critères ne sont pas forcément applicables, ça dépend du groupe d'espèces qui va être évalué. On n'a pas besoin en fait d'avoir tous les critères qui sont remplis, seulement un critère peut suffire et on va retenir le critère qui
classe l'espèce dans la catégorie de menace le plus élevée et qui sera la catégorie qui sera retenue pour déterminer donc, ce risque d'extinction. Donc, par exemple, pour des groupes d'insectes et d'invertébrés, en général, on va plutôt se concentrer sur le critère B, qui est la répartition géographique. Alors, ici, vous pouvez voir donc, la grille de critères avec, du coup, pour chaque critère, en fait, il y a toute une série de conditions et de notions qu'il faudra remplir pour pouvoir remplir ces critères. Donc, pour le critère B, qui sera plutôt celui qui nous intéressera sur des invertébrés, même si ponctuellement, pour 2-3 espèces, il sera possible en fait, d'utiliser d'autres critères s'il y a un suivi très précis, on sait très bien la répartition de l'espèce, mais de manière générale, on va plutôt aller vers le critère B. Alors, ce critère B, par exemple, une espèce, pour qu'elle soit classée en danger sur le critère B2 qui concerne la zone d'occupation, donc le nombre de mailles de 4 km² occupées par l'espèce, il faudra que cette espèce ait une zone d'occupation totale inférieure à 500 km² et, comme indiqué dans l'exemple, qu'elle remplisse au moins 2 des 3 conditions qui sont indiquées A, B ou C. Donc, par exemple, là, qu'elle ait moins de 5 localités et qu'elle ait un déclin continu de l'élément II, par exemple, donc de sa superficie étendue ou qualité de l'habitat. Donc, une fois qu'elle remplit tous ces critères, elle sera classée sur les critères B. Donc là, ce sera B, B2, A, B, II, ce qui permettra de la rentrer en fait, dans la catégorie en danger. Alors, donc voilà. Donc, à quoi ça sert de faire une évaluation en fait, de liste rouge? Ça permet d'identifier les espèces qui ont le besoin le plus urgent de mesures de conservation. Ça offre également un cadre de référence pour surveiller l'évolution de la diversité spécifique, parce que une évaluation, en fait, c'est au temps actuel. Donc, au bout de 7 à 10 ans, en général, on va dire qu'une évaluation, elle est devenue obsolète et qu'il faut la refaire. Et donc, le but, en fait, c'est d'avoir vraiment cette évaluation constante des espèces et pour pouvoir savoir comment elles se portent. Et toutes ces données vont après alimenter au niveau français, en tout cas l'INPN, donc, qui est une grande base de données que vous connaissez. La liste rouge permet également de sensibiliser en fait, à l'importance de la diversité biologique et aux menaces qui pèsent sur elle. Donc, quand on évalue un groupe, en fait, on va pouvoir mettre en évidence les menaces qui sont les plus importantes pour ce groupe et également où est-ce qu'elles sont situées ou dans certains territoires, quelles sont les principales menaces. Enfin, la liste rouge permettra d'appuyer et d'orienter les stratégies de conservation des politiques portant sur les espèces, sachant que suivant les groupes d'espèces évalués, ce ne sera pas forcément en fait, les mêmes politiques ou les mêmes actions de conservation qui seront mises en place. Par exemple, pour les invertébrés, on va rarement mettre en place un arrêté de protection d'une espèce spécifique. Par contre, on pourra, en évaluant tout le groupe d'espèces, on pourra savoir où est-ce qu'il y a plus d'espèces qui sont menacées, dans quel type d'habitat, et donc potentiellement mettre en place tout un panel de protection pour cet habitat ou pour ce groupe d'espèces. Alors, au niveau français, les travaux sont un peu plus récents. Ils datent de 2008, les premiers travaux d'évaluation de la liste rouge. Et c'est assez particulier parce qu'ils sont réalisés en fait dans le cadre d'une collaboration entre le comité Francilienne et l'UMS Patrinat. Alors, il y a à peu près, on est 6 pour l'instant dans l'équipe liste rouge. Mais nous, bien sûr, on n'est pas du tout spécialiste en fait, de toutes les espèces qui sont évaluées. Donc, c'est là où on va, pour chaque groupe d'espèces, on va mobiliser les groupes d'experts et les organismes clés sur ces espèces qui auront le plus de connaissances en fait, sur ces espèces et qui pourront du coup nous aider à faire ces évaluations et nous dire, par exemple, cette espèce, on la retrouve là, il y a tant d'effectifs, elle est ici, elle est menacée par ça. Et donc, c'est grâce au travail de tous ces experts qu'on va pouvoir réellement évaluer ces espèces et savoir si elles passent les seuils et si elles sont menacées. Et enfin, un autre point important, c'est qu'au niveau national, les évaluations sont organisées en chapitres cohérents d'un point de vue taxonomique et géographique. Donc, par exemple, on va évaluer les oiseaux de métropole ou en début d'année 2021, on a évalué les mollusques continentaux métropole et là, en fin d'année, vont sortir les résultats de la faune de Guadeloupe, sachant que quand on fait des évaluations au niveau de l'outre-mer, en général, on va faire plusieurs chapitres en même temps. Donc là, il y avait par exemple plusieurs groupes tous les groupes de vertébrés, et certains groupes d'invertébrés comme les coléoptères,
longicornes et scarabéoïdes. Donc voilà, donc là, vous pouvez voir un peu un état d'avancement de la liste rouge nationale. Donc, il y a quand même déjà un certain nombre d'évaluations qui ont été réalisées sur les différents territoires d'outre-mer et en métropole. Alors, pour le moment, les évaluations ont principalement se sont principalement concentrées sur des vertébrés parce que c'est des groupes qu'en général, on connaît mieux. Mais il y a quand même quelques groupes d'invertébrés qui ont été évalués et d'ailleurs de nouveaux chapitres qui ont été lancés sur des invertébrés cette année. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'évaluation, comme vous le savez, de Coléoptère saproxylique, mais en soi, nous, dans l'équipe Liste Rouge, on serait très intéressant en fait, qu'il y ait une telle évaluation parce que le but étant à terme d'évaluer tous les groupes d'espèces et effectivement d'avoir une meilleure représentation en fait, de manière générale des menaces et de quels sont les groupes les plus menacés. Après, il y a 2 points de vigilance quand on fait une évaluation, quand on lance une évaluation. Il faut que le chapitre soit mûr en quelque sorte d'un point de vue des données. C'est-à-dire que si on lance une évaluation et que 75% des espèces, finalement, on a peu d'informations sur elles et elles sont classées dans la catégorie DD, dont je ne vous ai pas parlé, mais je voulais vous parler. En fait, la catégorie DD, c'est toutes les espèces pour lesquelles on n'aura pas suffisamment d'informations pour pouvoir les mettre dans une des autres catégories. Donc, ça peut regrouper des espèces qui sont ou en danger critique, comme des espèces qui sont finalement en préoccupation mineure. C'est juste qu'on ne peut pas le savoir parce qu'on n'a pas assez d'éléments. Et donc, en général, on va lancer un chapitre quand on peut au moins évaluer je ne sais pas, à minima 75% des espèces du groupe, parce que sinon, en fait, ça va juste démontrer un manque de connaissances, plutôt que l'état de ce groupe, enfin l'état de conservation de ce groupe. Après, un autre point de vigilance, c'est de bien définir en fait le paramètre du groupe, parce que quand on évalue un groupe, on l'évalue dans son ensemble, on ne peut pas évaluer juste une partie. Donc, c'est tout à fait possible en fait de faire des évaluations sur des groupes non pas taxonomiques, mais des groupes fonctionnels. Donc, par exemple, là, les coléoptères saproxyliques, qui est un peu, qui est une sous-partie en fait des coléoptères, tant que le cadre, les limites de qu'est-ce qu'on entend par saproxylique est très bien défini dès le départ. Et ça, c'est les experts qui pourront nous dire comment on définit en fait les limites de cette définition, enfin les limites du chapitre. Et donc, toutes les espèces devront être évaluées. Alors après, en question de termes de temps, une évaluation de liste rouge, en fait, il y a 4 grandes étapes. Il y a la préévaluation, les ateliers d'évaluation, qui sont avec du coup un petit groupe resserré d'experts qui permettront en fait d'évaluer chaque espèce de manière collégiale avec l'équipe liste rouge. Après, il y a la consolidation des données, puis la publication de ces données. Toutes ces étapes en fait vont varier en temps suivant le nombre d'espèces dans le chapitre effectué. Et avant de pouvoir en fait lancer la première étape, donc la préévaluation, il faut d'abord que toutes les données en fait soient rassemblées dans une même base de données, hein, généralement, et un peu sous un même format, et qu'on ait du coup suffisamment de données. Alors, un point important, c'est que les évaluations au niveau national, on va prendre comme référentiel taxonomique le référentiel TaxRef. Donc, il faudra que le chapitre lancé soit en cohérence avec TaxRef. Donc, c'est un peu une des premières étapes. Et donc, cette partie en fait, de récolte, vraiment de compilation de données, peut prendre un temps plus ou moins long, suivant les groupes d'espèces. Et donc, c'est ça qui va en fait déterminer aussi le temps de durée d'un chapitre. Puis après, le chapitre lui-même, donc là, on m'a dit qu'il y avait à peu près 2600 espèces de coléoptères saproxyliques en métropole, ce qui est assez conséquent. Pour le moment, je ne crois pas qu'il y ait eu un chapitre aussi important réalisé en métropole. Donc, il faut à minima compter 3 ans, mais ça peut être plus. En fait, ça dépend vraiment aussi du groupe d'experts et de l'état des données. C'est vraiment ça qui va déterminer en fait, au final le temps. Sachant qu'au niveau de l'évaluation en tant que telle, des ateliers d'évaluation, par exemple, au maximum, on peut passer en général 100 espèces en revue sur une journée. Donc, on imagine bien que 2600, c'est quand même assez conséquent, sachant qu'il y en a certaines qui n'amènent pas forcément des discussions et donc on ne va pas forcément passer en atelier. Mais bon, voilà. Donc, il y a tous ces paramètres en fait, qui a à prendre en compte du coup pour une évaluation. Donc, juste pour information, quelques chiffres
sur la liste rouge nationale. Donc, en début 2021, il y avait 13 842 espèces qui étaient évaluées et parmi celles-ci, 17,6% qui étaient menacées. Donc, comme vous avez pu le voir, au final, ça représente qu'une partie en fait, des espèces qui sont réellement présentes en métropole. Et donc, à terme, bien sûr, l'objectif est d'avoir toutes les espèces évaluées et actualisées avec des évaluations actualisées régulièrement. Mais bien sûr, le principal écueil à ça, c'est d'avoir des chapitres des groupes d'espèces qui soient assez connus. Donc ça, c'est aux experts en fait de venir voir l'équipe liste rouge et de dire, là, on a suffisamment de données, on peut lancer l'évaluation. Donc, juste pour finir, je vous présente ici 3 exemples en fait, de listes qui ont déjà été réalisées sur les coléoptères saproxyliques. Donc, une à l'échelle européenne en 2010 et également 2 dans des régions de France, régions métropolitaines, donc dans le Limousin en 2013 et en Auvergne-Rhône-Alpes en 2021, que va vous présenter ensuite Benoît Daudelin. Donc, ces travaux sont très intéressants parce qu'en fait, les personnes qui ont eu à faire ces listes ont déjà été confrontées aux problèmes potentiels en fait, d'application de la liste rouge à ce groupe d'espèces. Et donc, ces travaux sont très intéressants et je vous invite à les consulter. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci Léna pour cette présentation qui a dû en titiller quelques-uns. Il y a 2 questions, mais on les garde pour tout à l'heure pour le temps d'échange. Si ça te va, si tu peux rester avec nous le temps de la présentation de Benoît. Benoît, écoute, je te vois. Je sais Oui, que tu as tu ouvert m'entends ton là, c'est micro. bon? On t'entend, c'est Bon, parfait. c'est bien. Voilà, on est super confort dans tout le respect du planning. C'est vraiment très appréciable. Ça, c'est cool parce que moi, je raconte ma vie après. Eh bien, écoute, vas-y, tu as la parole. Voilà. Bon, du coup, on va rentrer dans le concret de ce qu'est une liste rouge et de comment ça se passe quand on met les mains dans le cambouis. Donc, c'est une liste rouge qui a été demandée par l'Adréal, donc auprès de Benjamin Calmont et moi, donc avec la participation de la société Alcide d'Orbigny. Et c'est un projet qui a, depuis le début des discussions jusqu'à la publication, c'est un projet qui nous a pris 2 ans et demi, 3 ans. Sachant qu'il y a eu pas mal de périodes d'attente, de retour, d'expertise, etc. En vrai gros boulot sur les données, tout ça, ce serait plutôt de l'ordre d'un volume de l'ordre d'1 an et demi. Alors pour situer un peu les origines de ces listes rouges, il y a les grosses listes, donc la liste européenne qui démarre en 2010 avec 436 espèces, qui est complétée en 2018 avec 257 espèces. Et puis donc un spoiler, on est en train de faire une nouvelle évaluation pour l'UICN Europe. Donc moi, Alexander et puis d'autres, on est 5 en tout là dans le groupe. Donc on réévalue les espèces qui ont été évaluées en 2010. Donc ça c'est pour la partie européenne. Et puis il y a une autre liste rouge qui a été faite au niveau du pourtour méditerranéen. Donc là avec beaucoup moins d'espèces, donc 320 espèces saproxyliques, et en fait avec d'énormes difficultés puisqu'on est avec énormément d'espèces endémiques. Donc là, ça s'est fait sur 3 ans et c'était un gros morceau, notamment pour trouver de l'information sur tout le Nord-Afrique, la Syrie, etc., avec des zones qui sont en guerre, etc. Donc là, ça a été chaud. Les listes rouges chez nos voisins, donc les Italiens, qui ont évalué toutes les espèces qu'ils ont considérées comme saproxyliques. Donc ça fait à peu près 2000 espèces, donc un énorme boulot qui a été publié en 2 parties, la liste rouge elle-même et puis un article scientifique. Les Suisses qui ont bossé sur 4 familles, donc il y a des saproxyliques dedans, mais ils ont fait aussi les autres. Donc il y a beaucoup moins d'espèces, mais par contre ils sont allés plus loin, notamment par rapport à de la modélisation des habitats. Et puis donc la liste rouge du Limousin qui fait une sélection, enfin, qui traite une sélection de coléoptères saproxyliques avec des phytophages et quelques espèces aquatiques, notamment charançon. Alors donc en région Rhône-Alpes, on a commencé notre boulot
Déjà en dressant une liste des espèces qui existent en région, donc tous les coléoptères qu'on a pu être listés dans le coin. Donc on s'est basé d'une part sur les éléments de l'INPN, d'autre part sur la faune de France mise à jour par Tronquet et toute son équipe. Les atlas des coléoptères Rhône-Alpes, donc avec plusieurs volumes publiés, et puis également les listes de coléoptères qui ont pu être publiées pour la Suisse. Et tout ça, ça me donne une faune régionale maximum d'à peu près 1200 espèces, donc en se centrant sur les coléoptères saproxyliques. Et à partir de ces 1200 espèces, on va exclure ou inclure des choses. On va exclure déjà les charançons parce que ça demande trop de boulot. C'est juste énorme, il y a trop d'espèces, il y a trop d'informations à rentrer. On n'avait pas un temps infini. On a aussi supprimé donc, soit des familles, soit des sous-familles entières. Donc ça, c'est une demande de l'UICN, c'est qu'on ne mette pas juste une espèce par-ci ou une espèce par-là, mais qu'on traite des groupes taxonomiques cohérents. Donc on a enlevé les CID parce que c'est des animaux que j'aime bien, mais en fait, on a très peu d'informations et très peu d'informations fiables, notamment sur des données plus anciennes. Et idem pour les dorcatominés, où là, il y a assez peu de données intéressantes et importantes. On a besoin quand même d'un volume de données important pour la liste rouge. On a ensuite regardé lesquelles étaient finalement pas saproxyliques, alors qu'on pensait qu'elles étaient saproxyliques, mais non. Celles qui ont une taxonomie qui ne tient pas la route et qu'on ne peut pas considérer comme des espèces. Les invasives. Et après, il y a toute une question d'espèces limitrophes, potentielles, etc. Voilà. Donc, on a fait un tri là-dedans, je reviendrai un peu là-dessus. On a également rassemblé des données, donc des données privées donc, et professionnelles. Donc, les données professionnelles, c'est d'abord les miennes et celles de Benjamin Calmont et de la société LC d'Orbigny. Donc, on est à peu près sur 40% du volume traité. On a une vingtaine de collègues en Tomo dont on sait qu'ils sont sérieux et qu'ils ont des données propres. Donc, ça nous évite de faire du tri et de la synonymie, etc. Donc, ces collègues ont bien voulu aussi nous confier leurs infos. On a récupéré les données sur l'INPN, une partie des données sur le GBIF, notamment pour avoir accès à des données d'espèces plus rares ou moins présentes dans nos données. Deux partenariats aussi sur des collections, des données institutionnelles, donc Musée des Confluences à Lyon et puis Musée Henri Lecoq à Clermont-Ferrand, donc qui ont apporté les données publiques dont ils pouvaient partager. Et puis également un travail sur des documents anciens. Là, je vous ai mis l'exemple des coléoptères de la faune du Valais, donc de 1800 et quelques. De manière à avoir une espèce d'image de ce qu'il y avait autrefois. Alors, pour beaucoup d'espèces, on ne peut pas trop en faire grand-chose parce que les noms ont changé, la taxonomie a évolué. Par contre, il y a quand même des espèces qui sont citées il y a très longtemps et pour lesquelles, a priori, les gens ne se sont pas trompés. Les contextes sont les bons, la biologie est la bonne, etc. Donc, on a récupéré ces infos et c'est vachement intéressant. Donc, si on a à la fin de ce tri de données, du dédoublonnage, etc., donc Hervé Brustel a très bien parlé tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus, on est sur un volume de données traitées d'à peu près 65 000 données. Avec ces données, on va faire des cartes, parce que la liste rouge, c'est en premier lieu des cartes, il y a une grosse partie de cartographie. On a 3 niveaux de précision. On a des données qui sont ultra précises avec un point GPS, donc c'est en général des piégeages. On a une partie des données où l'information elle est simplement limitée au lieu-dit. Donc là, on a recalé dans la plupart des cas les lieux-dits sur le lieu-dit correct, parce qu'on avait des infos, enfin voilà, on avait ce qu'il fallait. Et puis il y a d'autres données, on n'a pas pu aller plus loin que la commune. Donc ça concerne 15 000 données. La majorité, c'est des données référencées au point et au lieu-dit. Et puis à la commune, on a quelques données. On a pris du coup le centre de la commune comme point de référence. Avec ces données précises, avec ces XY, on a pu faire une première classification, une pré-classification automatique, notamment pour les espèces qui sont peu concernées. Là, les listes concernent, en fonction notamment d'un ratio entre le kilomètre carré occupé par l'espèce et les kilomètres carrés pour lesquels une information est disponible pour les coléoptères. Donc c'est inspiré et on a pas mal échangé avec les collègues suisses sur ces sujets-là, parce que c'est comme ça qu'ils ont fait.
Et en fait, ça permet de dégrossir le travail de manière automatique et c'est quand même assez confortable. Ensuite, dernier travail de cartographie, c'est le calcul de l'aire, de l'espace occupé par l'espèce, le EOO, et l'aire occupée par l'espèce, le AOO. Alors, EOO, c'est la carte de droite avec ça correspond à la surface en fait qui intègre tous les points de distribution de l'espèce. Et puis le AOO, c'est des carrés de 2 km, des rectangles de 2 km centrés sur le point, qui intègrent les points. Et donc, ces deux informations-là sont obtenues sur un petit site internet qui est maintenu encore quelques temps, mais l'UICN est en train de travailler pour le récupérer parce que l'hébergeur n'a plus trop les moyens. Donc, ce site internet GeoCat qui permet, avec juste un clic, d'avoir le calcul des deux EO-AO et d'avoir une préévaluation en catégorie de menaces. Donc, toutes ces infos-là sont récupérées, sont intégrées, et puis ensuite on passe au deuxième gros morceau du travail, c'est-à-dire de documenter chaque espèce dans le détail sur sa biologie, les habitats et les micro-habitats, et sur toutes les exigences qu'elles vont avoir. Alors, il y a déjà des choses en termes d'exigences, les indices fonctionnels qui ont été développés par Hervé, Brustel et puis ENCO, et les Suisses ont fait un boulot similaire, notamment Andreas Sanchez et puis Yannick Kitaro. Donc, on a mis à jour tout ça pour nos espèces. En fait, l'idée derrière ça, c'est d'aller chercher les menaces qui peuvent peser sur les habitats de ces espèces. C'est évident qu'une espèce dont on sait qu'elle vit dans les branchettes, elle va être moins menacée qu'une espèce qui vit dans les très gros arbres et qui a besoin de cavités d'arbres énormes, parce que les branchettes, il y en a partout, les gros arbres, il y en a de moins en moins. Donc, toute cette documentation de biologie, elle se fait sur pratiquement 1000 références qui sont toutes listées dans le document final de la liste rouge. Après, une fois qu'on a ces deux informations, et cartographique et biologie, on passe aux évaluations dont parlait Léna tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va attribuer à chaque espèce une catégorie de menaces, ou de pas de menaces d'ailleurs, selon les infos qu'on a pu avoir. Alors les catégories vite fait, donc il y a 5 familles. La famille A, c'est une question de disparition, de réduction des populations. Donc ça concerne des populations qui vont diminuer, alors soit sur 10 ans, soit sur 3 générations. Alors je vous laisse imaginer sur 10 ans ou 3 générations à calculer sur les coléoptères, et puis pour obtenir l'info, en général c'est chaud. Donc on a très très peu d'espèces classées dans ce critère-là. Le critère B, c'est celui qui va nous intéresser, je reviendrai tout à l'heure. Le critère C, c'est des petites populations en déclin. Donc là, ça parle d'individus matures. Alors là, c'est juste pas possible avec les coléos. Il faudra les compter, mais c'est pas possible. Même en imaginant bosser sur des grosses cétoines ou des choses comme ça. Analyse E, la famille E, l'analyse quantitative, ça demande aussi des informations qu'on n'a pas, c'est-à-dire des informations de natalité, de mortalité, etc. Donc ça concerne les éléphants et les jaguars, mais pas les coléoptères. Et puis, les catégories D, c'est pour les très petites populations. Donc, en général, ça demande un nombre d'individus matures, mais nous, pour les coléos, on peut se servir du vulnérable D2, parce que ça concerne des toutes petites populations. Donc, c'est typiquement une espèce qui est assez commune, mais qui est ultra localisée en un seul point, et qui pourrait subir des menaces sur ce point-là. Et voilà, on ne la connaît pas ailleurs, mais on sait qu'à tel endroit, ça se passe bien pour elle. Donc elle pourrait être classée vulnérable D2. Mais la majorité des cas, pour nous, c'est la classification en critère B. Donc ça fait appel au croisement de la cartographie, d'où l'intérêt de les avoir, et des croisements de la biologie et des exigences, des habitats, etc. Donc on va croiser tout ça. Et puis, on va sortir les différents critères en fonction des seuils, donc le nombre de kilomètres carrés où l'espèce est connue, donc le nombre de stations, etc. Donc voilà l'exemple pour le Paquita Lamed avec les quelques infos qu'on a pu avoir là-dessus, qui est classé donc en danger. Alors, les évaluations finales, on a fait nos pré-évaluations automatiques. Ensuite,
par rapport à la biologie, la fragmentation, la cartographie, on va confirmer ou modifier ces premières préévaluations. Et puis ensuite, la liste des évaluations travaillées, en quelque sorte, on va les passer à un panel d'experts. Donc, il y a une dizaine d'experts extérieurs qui ont reçu le tableau complet et qui donc nous ont fait des retours sur le fait qu'on avait classé trop fort telle espèce, ou que c'était bizarre que telle espèce qui vit sur le sol, elle soit classée comme ça, alors que l'autre qui vit aussi sur le sol, elle n'est pas classée de la même façon, etc. Donc voilà, tout ça, ça a permis des échanges. Et puis, au final, on a modifié, on a négocié les catégories, on les a augmentées ou diminuées, etc. Et puis, à cette étape-là, il y a un effet aussi qu'on appelle le rescue effect, c'est-à-dire que si on a une espèce qui est limitrophe et qu'on sait qu'à proximité et de l'autre côté de la frontière régionale, il peut y avoir une population assez solide qui va régulièrement immigrer et renforcer la population locale, régionale, eh bien, on va pouvoir changer la catégorie de menace vers une catégorie plus faible, parce qu'en fait, même si localement l'espèce disparaît, elle est sans cesse réalimentée depuis l'extérieur. Donc, il y a un ajustement qui se fait sur cette possibilité de sauvetage ou pas, en dernier recours. Ensuite, une fois qu'on a fait tous ces échanges, la liste rouge est prête, on la met en forme, on fait un beau tableau, et puis on envoie tout ça. On a envoyé tout ça à l'UICN, donc comité français, qui nous ont fait une expertise méthodologique. Donc là, pareil, avec des échanges, avec des ajustements, avec des demandes précises sur le pourquoi de telle espèce était classée comme ci ou comme ça. Et une fois que la validation méthodo était faite par l'UICN, on a fait la demande donc, au CSRPN régional, qui a donné également son feu vert, et là on passe à la publication. Donc la publication, elle s'est faite sur un livret donc, qui reprend le tableau de synthèse des évaluations des bestioles, et puis en même temps tout un tas d'éléments par rapport à la bonne gestion des arbres, et donc des arbres des haies, des arbres en forêt, etc. Donc avec tout un tas de conseils pratiques et concrets. Et puis également un tableau, le tableau, pas complet, mais en tout cas précis et détaillé, avec les justifications de classement de chaque espèce. Alors au bilan, donc on est parti sur 950 espèces, 952 espèces. Il y en a 69 qui sautent parce qu'elles sont pas saproxyliques finalement. La recherche biblio fait que. Il y en a une qui saute parce que la taxonomie, c'est juste n'importe quoi. Donc c'est peut-être pas une espèce, il n'y a qu'une donnée, c'est l'espèce type, enfin le spécimen type. On en a 24 dont on est sûr elles ont été listées en région, mais on est sûr qu'elles sont absentes, en fait, que c'est des erreurs ou des points qui sont trop près, qui ont été calés en Rhône-Alpes-Auvergne, mais qui en fait concernent un autre endroit. On en a 47 qui sont à confirmer en région, ce qui nous fait un total de 811 espèces qui ont pu être analysées avec les critères liste rouge. Il en reste, dans ce lot-là, il en reste 15 qui sont invasives, 10 qui sont pas vraiment confirmées, et donc on a 786 espèces évaluées. Il y en a la moitié qui sont peu concernées, hein, pour elles tout va bien. 15% qui sont quasi menacés, donc là, selon comment on gère, ça risque d'être chaud pour elles dans les années à venir, ou ça peut s'améliorer. Et on en a quand même 27% qui sont menacés, 3,6 qui sont en danger critique. Donc les dangers critiques, c'est des espèces qui sont connues qu'à un seul endroit et qui ont des exigences importantes en termes de micro-habitat. Donc il va falloir qu'il y ait un regard un peu sérieux là-dessus, et une gestion particulière pour ces 3,6% d'espèces en danger critique au niveau régional. On a également quelques espèces dont on pense très fortement qu'elles ont disparu régionalement, qu'elles étaient présentes il y a longtemps et qui du coup ont disparu. Notamment le Chlorophorus herbstii, et puis aussi quelques autres. On a une bonne proportion de data deficient, notamment parce qu'on a des espèces qui ont été découvertes en région très récemment grâce au piégeage, et donc qui n'ont pas pu être évaluées.
En conclusion, donc la liste rouge, c'est un outil de gestion et de conservation, c'est clair. C'est un très bon outil pour faire un suivi, pour analyser la situation à échelle régionale. Et en fait, c'est surtout un point d'étape énorme pour tout ce qui est connaissance des espèces, quelles sont les espèces présentes en région. On a fait un boulot important sur les données, sur le toilettage des données, sur le pointage des données qui ne tiennent pas la route. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, on a aussi rassemblé une énorme documentation pour tout ce qui est biologie des espèces. Donc ça, c'est pareil, c'est un travail qui est vraiment important parce qu'on n'a pas besoin de le refaire. Également aussi en bancarisation, donc avec la numérisation de pas mal d'infos qui étaient dans des très vieux bouquins. Et je vous remercie pour votre attention. Bien, on va passer à la dernière présentation de ce webinaire, last but not least. Donc, sur les prochains projets de type Atlas préliminaire et d'Atlas consolidé avec liste rouge, une présentation qui sera faite par Bruno Mériguet. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, donc pour cette dernière démarche, une dernière présentation de la journée, l'idée était de réfléchir avec vous sur les perspectives que pouvaient prendre les prochains projets autour du SAPROX. Voilà. Donc, notre point de référence, c'est l'Atlas préliminaire des longicornes de France qui vous a été présenté par Hervé tout à l'heure. Et entre autres, de voir comment on pouvait utiliser les méthodes de modélisation pour d'autres groupes et s'en servir vraiment comme référence. Donc, je vous passe les détails de cet atlas et je vous renvoie vers la présentation d'Hervé. Mais en tout cas, voilà, on a imaginé prolonger cette démarche et faciliter l'émergence de nouveaux projets. Voilà, donc ça va nous servir de calibrage. Donc, on a actuellement, on a 727 000 données, toutes précisions confondues, disponibles au travers de l'INPN et d'OpenOps. Et donc, ces données, on a fait une extraction en 1970 et on a travaillé donc avec Isabelle Vité qui nous a fait les cartes et la cartographie, l'analyse du nombre de mailles donc du muséum. Et on va regarder un petit peu ces données à la maille 10-10 en termes de richesse spécifique, c'est-à-dire le nombre de taxons par maille et le nombre de données par maille. Pour des histoires de visualisation, on va vous proposer quatre catégories seulement, avec une saturation, c'est-à-dire qu'on a la couleur maximum quand on a 40% des espèces du taxon. Voilà. Et on va regarder d'abord sur les coléoptères saproxyliques en général, puis on va regarder peut-être quelques familles qui vont nous donner des idées des configurations qu'on peut avoir. Voilà. Donc, si on projette les 700 000 données, qui sont des données, comme on dit, à tout niveau de précision confondu, ça nous ramène à 163 000 mailles à la donnée. C'est-à-dire que là, une espèce dans une maille, ça fait une donnée. Voilà, donc on a une très grande hétérogénéité de couverture, tant en richesse spécifique qu'en densité d'observation. Et on voit qu'en densité d'observation, on a certaines régions qui ressortent plus que d'autres ou des sous-régions qui ressortent plus que d'autres. Alors, je prendrai l'exemple de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec une très forte densité d'observation, mais on sait que c'est parce que vous partez tous là en vacances. Et on a la région Île-de-France aussi, mais c'est parce qu'on sait que vous travaillez tous là. Non, ce qui n'est pas du tout vrai. Ça fait écho un petit peu à la mise en place du SAPROX et au fait qu'on a produit énormément de données qui ont été remontées par la structure locale du SINP, c'est-à-dire la base de données CETIA et l'Agence régionale de la biodiversité. Voilà. Donc, on va retrouver dans les autres régions des choses qui sont beaucoup plus hétérogènes que ces deux régions qu'on vient de citer. Donc, on parle bien aussi, ce n'est pas forcément la réalité du terrain, mais c'est les données qui sont remontées. Donc, il y a sûrement des données qui sont encore en cours de circulation ou qui ne sont pas encore en phase de remontée. Si on regarde les 10 espèces les plus citées dans ce jeu de données, on a deux grosses catégories. La première, en noir, ici, ce sont des scolites essentiellement qui sont des bêtes d'identification délicates, mais qui font l'objet de surveillance, entre autres par le réseau du département santé des forêts.
Et donc, on a de très nombreuses données de scolytes qui sont montées. Et pour faire écho à la présentation d'Arnaud ce matin, il y a 90 000 données de Curculionidea avec une très grande proportion de scolytes. Et ensuite, on a ces espèces qu'on a mis en orange marron clair, qui sont des espèces qu'on va considérer d'identification aisée et qui sont régulièrement identifiées par le grand public, voire qui font l'objet d'enquêtes de sciences participatives. Je ne désignerai aucune espèce. Mais voilà, c'est des espèces qui, même un non-entomologiste, quelqu'un qui n'a aucune notion de clé d'identification, va pouvoir observer, identifier ou faire identifier et qui vont remonter plus facilement que d'autres espèces. Et donc, on a estimé, on a fait une première liste à main levée et on a estimé que ces espèces pouvaient éventuellement masquer l'acquisition de connaissances sur l'ensemble de la cohorte des coléoptères saproxyliques. C'est pour ça qu'on a fait une séparation de l'eau pour examiner l'ensemble. Donc, voilà alors, on a mis 40 espèces et puis on a un petit peu pêché parce qu'on en a quand même mis 2 qui n'étaient pas saproxyliques au début de la démarche. Donc, Odemera nobilis et Valgus hemipterus. Voilà, donc cette quarantaine d'espèces est facilement observable et on va la considérer, alors je mets des guillemets, comme un bruit de fond dont le taux de détection et de signalement est bien supérieur aux autres espèces saproxyliques. Et donc leur démarche, pour nous, ne traduit pas une démarche d'inventaire directement dédiée aux coléoptères saproxyliques. Et donc on va regarder ensemble l'impact de ce groupe d'espèces facilement observables sur les représentations. D'abord à l'échelle de l'ensemble des saproxyliques, et puis pour quelques familles, on regardera ce que ça donne. Voilà. Donc, si on produit une carte de ces espèces, hein, toujours le même principe, d'un côté une carte de richesse spécifique et de l'autre côté la carte de densité de données. Voilà. On a effectivement une très grande hétérogénéité avec des zones presque blanches, alors qui peuvent s'expliquer par la configuration, mais qui ne sont pas forcément évidentes de premier abord. Peut-être que c'est des absences d'espèces ou des absences d'entomologistes pour signaler la présence des espèces, voire les deux. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais dit donc, voilà. Au final, en tout cas pour ces espèces, on devrait s'attendre à avoir au final très peu de mailles sans aucune donnée pour cette quarantaine d'espèces. Si on regarde donc toutes les données saproxyliques sans ces 40 espèces, on a cette vision-là où en fait on a donc la prospection et le relevé de données entomologiques fait par des naturalistes aguerris ou des entomologistes. Donc, on va ressortir des espèces différentes avec quand même une très grande proportion de charançons et quelques longicornes. On voit qu'il apparaît des plus petites zones qui sont, on va considérer des zones comme sous-prospectées, qui sont de véritables zones blanches. Et ça peut être une base de secteurs dont il faudrait combler l'observation, il faudrait alimenter l'observation ou faire remonter des données si elles existent déjà sur ces zones-là pour tout simplement pouvoir étoffer les atlas et alimenter la modélisation. Donc ça, c'est pour l'ensemble des coléoptères saproxyliques. Je vais vous proposer bien sûr la carte des longicornes. Alors, sans les espèces faciles, donc on a évacué ce bruit de fond. On arrive donc à 33 000 données à la maille et une couverture qui est relativement, qui reste hétérogène, mais qui empiète largement, qui couvre largement le territoire avec des zones très hétérogènes, tant en richesse spécifique qu'en densité d'observation. Alors, j'ai l'impression que j'ai fait tourner une page trop vite. Est-ce que c'est possible, ça? Voilà. Et là, avec le nombre, y compris avec les espèces dites saproxyliques, et non, les espèces faciles, et on arrive
Alors, d'une part, à voir que ces espèces, elles sont quand même dominantes dans le jeu de données. C'est comme les espèces qui sont le plus souvent représentées. Et on arrive à une valeur alors, qui vaut ce qu'elle vaut, qui est une moyenne de données par taxon à l'échelle de la famille sur le jeu de données actuellement disponible, qui est de 230 données par taxon. Ça nous donne une idée de l'intensité des données dont on dispose et qu'on va pouvoir comparer avec quelques familles par la suite. La première famille qu'on avait envisagée, c'était les Buprestidés. Alors, on savait que c'était une famille un peu délicate. Ça nous semblait pourtant une bonne idée. Et là, pour les Buprestidés, on a eu un petit choc quand on a vu la carte, avec toujours cette très grande hétérogénéité de remontée de données. La Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui manifestement est un secteur qui est très bien prospecté, et des grands secteurs où il y a des zones blanches, voire quasiment aucune donnée de Buprestidés de ce point de vue-là. Alors, c'est vrai que dans les Buprestidés, on a deux gros genres qui sont d'identification complexe, qui sont respectivement les Agrillus et les Antaxia. On voit quand même que dans les top 10 des Buprestidés, on a Antaxia hungarica et Antaxia nitidula, qui sont, elles, des espèces faciles d'identification et qui ressortent plutôt bien, même dans les observations de naturalistes ou dans le SPIPOL, par exemple. Voilà. Il y a des réflexions aussi qui viennent, c'est sur l'animation locale en termes de production de données. On voit par exemple la région centre, où il y a de très nombreuses données, pas forcément uniformément réparties, mais on détecte bien l'axe de la Loire, par exemple, au travers des données. Alors, l'autre famille qu'on a explorée un peu en écho au catalogue de Franche-Comté, c'est les Elethoridea, donc ceux qui ont là dans le groupe à élytres durs. Donc, et on voit qu'on a une densité d'observation, une répartition qui est relativement proche des Buprestidés et qui nous semble un petit peu légère pour envisager un atlas dans l'immédiat. Peut-être que des modélisations pourraient permettre de sortir, voir ce que pourrait nous donner la modélisation. Voilà. Enfin, un dernier groupe que vous attendez éventuellement tous, qu'on a déjà cité quelques fois, ça sera le dernier qu'on va aborder parce qu'après, vous pourrez décliner, on en reparlera. Voilà, les scarabéidés. Alors, les Scaraboeoidea. On a exclu pour l'instant les espèces faciles et on voit qu'on a une densité d'observations et une répartition des observations qui est peut-être un peu plus étalée que les Elathéridés. Alors, c'est un groupe qui est un peu plus petit et si on ajoute à ces espèces les espèces faciles, on a une couverture qui se densifie énormément, entre autres à cause de l'apport de l'enquête Lucan-Cerf-Volant, où on a de très très nombreuses données. Mais vous voyez que dans le top 10, on a 9 espèces qui sont des espèces faciles. Et donc, qui nous donnent une densité de couverture relativement importante et qui permettent d'envisager peut-être pour ce taxon-là, une démarche d'atlas, ou en tout cas une première évaluation pour voir si c'est pertinent au niveau de la quantité de données. En tout cas, c'est le groupe qui actuellement nous semble le plus mature. Alors, on a évoqué quelques familles. Bien sûr, il y a 73 familles saproxyliques. J'en citerai quelques-unes comme les cléridés, les antrébidés, mycétophagidés et autres. Ce sont des petites familles qui comptent quelques dizaines d'espèces, mais qui font l'objet, pas pour certaines, d'une affection particulière par certains entomologistes, qui ne sont pas complètement hors d'accès en termes d'identification, en tout cas beaucoup moins que les cynidés et les staphylinidés. Et on vous invite, pour ceux qui seraient intéressés, à aller voir au travers du site Saprox et des requêtes qui sont pré-préparées la qualité des données disponibles, parce que pour nous, elles peuvent faire l'objet d'un... Enfin, on peut examiner la possibilité de faire un atlas sur une ou plusieurs de ces familles, éventuellement en les regroupant. Donc en gros, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de limite sur les possibilités d'atlas, il faut examiner tous les jeux de données disponibles. Voilà.
Alors, ça, c'était la réflexion autour des atlas préliminaires. La question d'un atlas consolidé ou d'atlas consolidé se pose effectivement. Et si la circulation de données, le nombre de données qui est remonté après la publication de l'atlas préliminaire des longicornes de France ne s'est pas fait sentir de manière très impressionnante, il y a plusieurs projets qui ont émergé ou qui se font en écho, ils sont pointés sur le côté autour des cérambycidés. Donc le message est, il est encore temps de faire remonter des données par rapport à cet atlas consolidé. Et ce qui nous semble évident, c'est que on ne pourra pas faire de liste rouge tant qu'on n'aura pas d'atlas consolidé. Le point qui peut se discuter, c'est de la pertinence de le faire tout de suite ou plus tard. Voilà. Donc, en conclusion, il y a de nombreux atlas préliminaires qui sont, entre guillemets, possibles, et ça va dépendre un petit peu des initiatives qui peuvent émerger. On a un volume de 700 000 données qui sont à disposition. Ça a permis de mettre en place l'atlas des longicornes avec un peu de modélisation. Il y a certains taxons qui nous semblent plutôt mûrs pour faire l'objet d'atlas préliminaires tels que les Scarabéoidea et peut-être certaines petites familles. Et il y a certaines des familles pour lesquelles peut-être les travaux de modélisation nous permettront de voir si c'est pertinent ou pas de les mettre en œuvre tout de suite, ou s'il faut faire un gros travail de mobilisation de données en amont de ces futurs atlas. En tout cas, il y a deux chantiers qui nous semblent importants à conduire. C'est la mobilisation et l'amélioration des données disponibles en produisant de nouvelles données et en animant les réseaux à tous les niveaux pour faciliter la remontée et le regroupement des données qui existent déjà. On sait tous qu'il y a de nombreux carnets de terrain, de collections ou de bases de données qui n'ont pas été informatisées ou pas transmises. Voilà. Même si tous les projets qui vont peut-être être évoqués ne sont pas, enfin, il n'y a rien qui est arrêté. Tous les projets ne pourront peut-être pas émerger en même temps et ça laissera du temps à des projets moins matures pour mûrir et avoir une sorte de flux continu d'atlas préliminaires et d'atlas consolidés. Nous allons passer la main à Julien pour la clôture de cette réunion. Toutefois, avant de passer la main à Julien, Bruno et moi souhaiterions remercier toutes les personnes qui ont permis à ce webinaire d'exister. Alors déjà, les intervenants d'aujourd'hui, pour le temps consacré et pour la qualité de leur intervention. On se doutait que la qualité serait bonne et pourtant on a été surpris par l'excellence de la qualité. Les participants aussi, vous tous, qui avez été très disciplinés, qui avaient été de présenter beaucoup de bonne humeur dans les commentaires, etc. Ça nous a vraiment fait plaisir. Remercie à nouveau l'Office français pour la biodiversité, qui est quand même qui fait le portage financier. Pour le passé, le présent et le futur de l'inventaire, tous les contributeurs et producteurs de données, sans qui cet inventaire ne serait rien, au sens littéral du terme. Et puis également tous ceux qui ont fait la promotion de ce webinaire et qui ont permis à vous tous d'avoir connaissance de ce webinaire et de venir y participer. Nos collègues de l'OPI et de l'UMS Patrinat également qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de cet événement, particulièrement Xavier Ouard, Julien Touroult, Gaël Soski, François Vaillant et Claire Jacquet. Et encore une fois, un grand merci collectif à vous tous pour cette journée instructive et nous espérons aussi qu'elle vous aura plu. Voilà, et encore une fois, pensez à notre enquête. Merci. Julien, à toi la parole. L'enquête a été envoyée à tout le monde. Mais merci Arnaud, merci Bruno pour cette journée. Arnaud, ton mot de remerciement m'a coupé un peu l'herbe sous le pied pour la partie remerciement. J'en profite juste du coup pour vous remercier Bruno et toi pour cette organisation. Notez le succès de cette journée en termes de nombre de participants et de profils qui, je pense, on a été largement au-dessus de la participation qu'on a quand on essaie de faire des séminaires physiques au muséum. Donc, c'est au moins l'avantage de cette dématérialisation. Vous avez pu être plus nombreux et on ne peut que s'en féliciter.
Quelques mots sur Saprox. Alors moi, je ne me suis pas forcément présenté. D'ailleurs, je suis Julien Touroux, le directeur du MS Patrinat et également entomologiste passionné et amateur parce que j'en fais beaucoup sur mon temps libre, celui de direction de service ne me permettant pas d'en faire beaucoup dans un cadre professionnel. Donc, je peux que me féliciter de l'avancée de ce genre de projet, de voir qu'on rééquilibre un peu taxonomiquement nos stratégies de connaissances, dans l'idée que ça infuse dans les politiques publiques et qu'on équilibre la représentation taxonomique pour pas faire que des oiseaux ou des orchidées, mais des plantes, des invertébrés, des vertébrés, sans opposer les choses, parce qu'en termes de conservation, on a tout intérêt à conserver et des écosystèmes en bon état avec des oiseaux, des plantes, des insectes, sans opposer les disciplines. Vous l'avez compris, Saprox, c'est un projet continu qui a des modules, qui est basé sur une animation et qui s'ancre dans la dynamique du SINP. C'est fondamental en fait que le SINP marche bien pour alimenter Saprox. Ce n'est pas nous, au niveau national, qui devons récupérer toutes les données avec nos petits bras, les petits bras d'Arnaud et de Bruno, mais bien un système pérenne, structuré, qui peut paraître lourd ou complexe au départ, mais qui permettra collectivement d'avancer au rythme qu'il faut. Alors, Saprox, c'est aussi un projet collaboratif, c'est-à-dire que les données, c'est les vôtres. En gros, si ce n'est pas nos données à nous, c'est vos données exposées, mises en partage. Et la qualité dépend de ce collectif. Je prends l'exemple du référentiel taxonomique. Si vous voyez qu'il y a des noms qui manquent, des synonymes qui manquent, on est très réactif pour les ajouter, même si le référentiel est ensuite versionné annuellement. Donc ça peut paraître long avant de voir la nouveauté, mais ça va très vite quand même dans la prise en compte. En termes de partage des données, il faut partager des données de qualité, éventuellement au départ, en tout cas pas privilégier forcément la quantité, mais des bonnes données. L'exemple que je prends souvent, c'est que très peu de données qui ne seraient pas bonnes peuvent largement polluer une carte ou un projet, donc il vaut mieux en mettre moins, mais des meilleurs. Et prendre le réflexe de regarder ce qu'il y a dans le SINP régional ou national. À ce propos, en conclusion, je voudrais aussi dire qu'aujourd'hui, on a des outils qui sont fantastiques. Moi, je me rappelle, j'ai démarré à essayer d'informatiser des données il y a une vingtaine d'années et on était loin d'avoir ces outils-là. On en rêvait même d'avoir des outils de saisie sur smartphone, des plateformes de partage où on peut faire de la cartographie à la volée sur 90 millions de données. Eh ben, on n'avait absolument pas ça. Donc maintenant qu'on l'a, il faut qu'on en profite et qu'on s'en saisisse. Enfin, je noterai quelques besoins qui ont été identifiés dans le séminaire Saprox et sur lesquels on va travailler donc avec l'OPI pour voir ce qu'on peut apporter. Le besoin de clés, d'outils de détermination qui est fréquemment remonté, qu'on ne peut que être d'accord, avec aussi de l'appui en termes de formation. La partie bioévaluation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dire à un inventaire de saproxylique dans une forêt donnée, dans une parcelle donnée, en quoi elle est remarquable ou pas, comment elle se situe par rapport aux autres. Ce qui, derrière, me fait penser qu'il faudrait qu'on réfléchisse à une banque de données nationale dédiée aux données issues de pièges polytrape, par exemple, si on veut faciliter des exploitations statistiques de ce type-là. Donc, ça serait un sujet à réfléchir avec les principaux producteurs de données de ce type-là, et ce qui faciliterait à terme leur exploitation. Enfin, toute dernière réflexion qui est un peu plus militante pour l'entomologie. Pour exister aujourd'hui dans les politiques publiques, il faut des listes rouges, des atlas, des suivis. Je dirais que nos collègues ornithologues ou botanistes l'ont très bien compris. Donc aujourd'hui, contribuer à un inventaire comme Saprox, c'est contribuer à mettre en avant les insectes et ceux qui les étudient, les entomologistes, donc vous. Je vous remercie encore pour votre participation, votre écoute, un samedi, un samedi, donc un week-end. On voit que la formule a marché. D'ailleurs, on retravaillera à penser une répétition sous un format présentiel ou dématérialisé, un peu plus régulier, puisque c'est l'animation qui est un point clé. Merci encore et bon week-end. Merci Julien, bonne fin de week-end à tous. Voilà, on vous a envoyé le questionnaire et d'ici quelques jours, semaines, on vous mettra les vidéos en ligne si tout s'est bien passé. Voilà, merci encore. Merci à tous.